Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité ce dimanche, les changements climatiques. Grosse mobilisation aujourd'hui de New York à Melbourne en passant par Bruxelles. Une piqûre de rappel citoyenne à la veille du sommet climat de l'ONU. C'est un Flamand qui doit devenir Premier ministre. Dixit Karel de Gucht. Dixit également Marc Tarabella. Le socialiste va même plus loin puisqu'il invite la NVA à se mouiller. Des centaines de dossiers de faillite à traiter chaque semaine. Les tribunaux du commerce restent débordés, même si la situation des entreprises s'améliore légèrement. Une nouvelle vie pour les étudiants qui viennent d'entamer leur parcours à l'université ou dans le supérieur. Nous avons accompagné 3 étudiants pour leur début. Visite de François en Albanie. Le pape, qui a reçu des menaces du groupe terroriste État islamique, a une nouvelle fois plaidé pour une cohabitation harmonieuse des religions. Grosse mobilisation, je vous le disais, autour de la question du changement climatique ce dimanche, aux 4 coins du monde, avec des manifestations dans 160 pays au total, dont la Belgique. La date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'un sommet de l'ONU consacré au climat aura lieu mardi. Alors l'objectif, c'est évidemment de relancer la machine, de remobiliser les citoyens comme les États, après le douloureux échec de la conférence de Copenhague. C'était il y a 5 ans. Pascal Bolokens. SOS Climat, c'est sous ce slogan que près de 2500 personnes se sont rassemblées ce matin dans les rues de Bruxelles. Mais marcher ainsi pour le climat, ça sert encore à quoi? Ça permet aux politiciens de nous écouter. Ils ne nous écoutent pas beaucoup, alors on profite de toutes les occasions. Depuis la crise, il y a une série de gens qui s'étaient réveillés, qui se sont rendormis, notamment dans le monde économique et politique. Des milliers d'autres citoyens se sont aussi mobilisés de la même façon aujourd'hui dans 160 pays aux 4 coins de la planète, comme ici en Australie. Et pourquoi se mobilisent-ils? Tout simplement parce que mardi, près de 120 chefs d'État se retrouveront à New York pour une nouvelle grand-messe inédite sur le climat, parrainée par la star Leonardo DiCaprio. Notre terre est petite, elle est en train de brûler. Nous devons utiliser sa notoriété et sa popularité. Pour Ban Ki-moon, c'est clair, il est temps de prendre le changement climatique au sérieux. Les chiffres parlent déjà d'eux-mêmes. L'an dernier, près de 22 millions de personnes ont été déplacées à cause de catastrophes naturelles, surtout en Afrique et en Asie, et surtout à cause d'inondations. Des réfugiés climatiques qui sont 3 fois plus nombreux que les réfugiés de guerre. Et ce n'est pas tout. Avec l'augmentation des gaz à effet de serre, le niveau des océans pourrait monter de près de 70 cm. Ici, dans les îles Kiribati, on se prépare au pire. Les responsables politiques chercheraient même de nouvelles terres pour leurs concitoyens. Leurs îles pourraient être les premières à être submergées. Les Pays-Bas, eux, vont investir 20 milliards d'euros dans les 30 prochaines années, rien que pour consolider les digues du plan Delta. Si on signe un accord contraignant avant 2015 d'arrêter les émissions des 6 gaz à effet de serre, dont le carbone, gaz carbonique, dont le méthane, et qu'on met en place ce traité avant fin 2020, on sauve l'humanité et la planète des effets négatifs du changement climatique. Sinon, c'est l'humanité qui, selon lui, pourrait en faire les frais. Mais les chefs d'État prendront-ils cette fois le taureau par les cornes? Après le sommet de Copenhague en 2009, un fonds vert pour le climat devait mobiliser 100 milliards de dollars par an. Or, dans les caisses aujourd'hui, il n'y a toujours que 55 millions de dollars. Jusqu'ici, les belles promesses ont rarement été suivies des faits. Et parlons à présent du climat à une échelle plus locale. Pluie et orages n'ont pas épargné la Belgique hier soir et cette nuit. On enregistre des dégâts dans plusieurs régions du pays, celle de Durbuy notamment. Le reportage sur place du Gongo. De la pluie tellement abondante ce matin qu'une cascade s'est formée en plein cœur de Durbuy. Commerces et hôtels ont été envahis par la montée des eaux. Un phénomène qui a tendance à se répéter ces derniers mois. Le ras-le-bol est clairement perceptible dans le quartier. J'ai ouvert le commerce le 1er juillet et c'est la 3e fois qu'on est dans la boue, qu'on est dans les eaux, que c'est très triste. Les commerçants demandent des travaux avec insistance, mais la solution serait coûteuse et difficile à réaliser. Faut-il penser à bétonner ou faut-il penser à canaliser? Mais tout ça sera très difficile à réaliser vu la pente très forte.
La piscine communale a elle aussi été la victime de ces pluies torrentielles. Le directeur n'a rien pu faire pour sauver cette chaudière à bois. On a déjà eu des montées d'eau, c'est pour ça qu'on a prévu à l'arrière de la chaudière une petite pompe vide-cave qui évacue l'eau lorsqu'il y a des montées un peu moins importantes. Mais ici, c'était pas possible, le débit était beaucoup trop important, ça venait du plafond, ça venait du sol, voilà, donc malheureusement, on n'a pas su suivre. Hier soir et ce matin, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans la région. Journée sans voiture ce dimanche à Bruxelles, une tradition désormais bien ancrée puisque c'est la 13e fois que la région l'organise. Une journée à l'accent festif, mais qui est aussi évidemment une manière de sensibiliser au changement climatique. De quoi rappeler qu'il faut trouver des solutions pour diminuer la circulation automobile en ville. Le reportage d'Alison Delpierre. C'est avec le sourire que les cyclistes et promeneurs déambulent dans les rues de Bruxelles sous un soleil timide. Cette journée sans voiture a démarré ce matin sur le coup de 9 h. Certains ont reçu une dérogation pour circuler in extremis. L'avion devait atterrir à 7h35, mais il a atterri à 8h03. Ces gens reviennent de l'aéroport, l'avion avait du retard, donc c'est un cas de force majeure. Et bon, je ne peux pas les obliger à prendre leur bagage et aller jusqu'à Uccle à pied ou en transport en commun. Heureusement qu'on peut passer, merci. Merci, monsieur l'agent. Profiter de la ville sans les voitures et surtout sans le bruit des moteurs. Mais si l'on veut penser la mobilité autrement, une seule journée sans voiture semble insuffisante. Cet événement offre d'autres perspectives à la ville de Bruxelles. C'est pas contre la voiture, hein. Il faut toujours une place pour la voiture, il faut des parkings sous-sol, tout ça, c'est pas grave, mais il faut rééquilibrer dans cette ville et je crois une journée comme aujourd'hui qui est évidemment l'extrême, hein, une journée sans voiture ou presque sans voiture et l'extrême montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Cette journée sans voiture est pourtant loin d'être réaliste pour les associations de cyclistes. On veut en faire une fête populaire et c'est probablement réussi sur ce plan-là, mais au niveau éducatif et sur le... Enfin, je crains en tout cas que le lundi ou le reste de la semaine, la plupart des personnes qui venaient aujourd'hui au dimanche en voiture ne seront pas sur leur vélo. Mais aujourd'hui, loin d'une véritable réflexion sur la mobilité, chacun a choisi son moyen de transport le temps d'une journée, placé indéniablement sous le signe de la bonne humeur. Petit rappel pour ceux qui empruntent le ring de Charleroi, les travaux du R9 prévus pour une durée de 2 à 3 ans débuteront demain matin. Attention aux bouchons, donc il n'y aura plus que 2 bandes de circulation sur le ring. Sachez aussi que lors de la première phase du chantier, la sortie Villebasse sera fermée. L'actualité politique avec des négociations suédoises très discrètes depuis quelques jours. Peu d'informations filtrent sur l'avancement des travaux. La question du futur Premier ministre n'est toujours pas tranché, ce qui n'empêche pas les uns et les autres de donner leur avis. Ce dimanche, sur les plateaux télé, on a entendu Karel de Gucht plaider pour un premier flamand et le socialiste Marc Tarabella allait même un pas plus loin en invitant la NVA à se mouiller. Fiona Collienne. Vous allez demander à être Premier ministre. Je vais continuer la négociation pour faire aboutir la majorité qui est en discussion. Même les francophones vous veulent comme Premier ministre. Ils esquivent, répondent à côté ou ne répondent pas. Qui sera Premier ministre? A priori, cette fonction devrait revenir à la famille libérale, MR ou Open VLD. Mais aujourd'hui, sur le plateau de la VRT, Karel de Gucht a été un cran plus loin. Pour lui, le poste doit revenir à un Flamand. Ik denk dat Vlaanderen en het feit dat men een Vlaamse premier heeft zeer belangrijk is voor het voortbestaan van België. Dat is geen nieuwe mening, hoor. Dat heb ik ook al 10 jaar geleden nog gezegd. Wel, omdat als er ooit een echt separatistische beweging zou... Wortels schieten niet, want het bestaat natuurlijk in een bepaalde mate, maar zou groeien en echt macht zou krijgen, dan zal het vanuit Vlaanderen zijn, niet vanuit Wallonië. Wallonië gaat nooit België laten splitsen, om de doodeenvoudige reden dat ze zich dat financieel niet kunnen permitteren. En in Vlaanderen denken we minstens dat we ons dat zouden kunnen permitteren. Un Flamand donc, et pourquoi pas de la NVA? Ils sont de plus en plus nombreux à laisser entendre que Bart de Wever, si heureux le soir du 25 mai, devrait prendre ses responsabilités. Il faut les mouiller au pouvoir, mais déjà en 2010,
Quand on n'a pas trouvé, il a fallu 540 jours pour trouver un gouvernement, la NVA, qui était devenue le premier parti centre, aurait dû prendre ses responsabilités. Quand on est candidat au pouvoir et que la population vous donne démocratiquement la force de prendre des responsabilités... Donc le PS voulait gouverner avec la NVA? Non, ils n'ont pas voulu y aller. Mais la NVA, ce poste, apparemment, elle n'en veut pas. C'est donc la chronique d'une fonction prestigieuse, mais qui est vue comme un cadeau empoisonné par les négociateurs. Un peu moins de 5000 faillites pour le premier semestre 2014. En Belgique, la situation s'améliore légèrement si on la compare à celle de l'an dernier. Reste que ces chiffres sont toujours impressionnants. Les tribunaux du commerce sont d'ailleurs surchargés tous les lundis à Bruxelles et ce sera encore le cas demain. Ce sont des dizaines de patrons au bout du rouleau qui défilent devant les magistrats. Le reportage de Jean-François Noulet. Le tribunal. Voici les dossiers du jour, une centaine à traiter par cette chambre du tribunal de commerce de Bruxelles. Comme tous les lundis, il est question de faillite. Les dossiers sont traités les uns après les autres. Il s'agit en général de sociétés qui ne payent plus leurs créanciers. Certains dirigeants plaident leur cause, il leur faut gagner du temps pour tenter de sortir de l'engrenage où ils sont. Souvent des chantiers qui se terminent, mais dont la dernière tranche n'est pas payée. Donc, et après, bon... Ça fait effet de boule de neige, je ne paye pas mon comptable, donc je ne rentre pas mes bilans en heure et à temps, mes TVA non plus, donc voilà. La semaine prochaine pour vérifier que le paiement a été effectué. Oui, c'est ça. Mais quand les entreprises sont malades, au bout du rouleau, c'est dans un tribunal comme celui-ci que leur vie se termine. L'an dernier, 12 000 entreprises belges ont été fermées pour de bon. Ici à Bruxelles, c'est souvent l'État qui demande leur faillite. Cet avocat travaille pour le SPF Finance. L'an dernier, son cabinet a réclamé la faillite de 850 sociétés, toutes incapables de payer leurs impôts. Évidemment, il s'agit de cette crise dont tout le monde a entendu parler et de ses conséquences indirectes. Alors aujourd'hui, en salle d'audience, on voit le stade final du processus de dégradation de la vie économique. Mais manifestement, l'argent ne circule plus. On ne peut plus faire face à ces obligations le plus souvent. Il y a toujours eu des sociétés mal gérées, il y a toujours eu des sociétés mal nées. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui, malgré leurs efforts concrets, positifs et utiles, n'y arrivent plus. Au tribunal de commerce, les entreprises sont souvent en difficulté depuis longtemps. Les créanciers, comme l'État, tentent tout pour être payés, mais il n'y a souvent plus grand-chose à récupérer. Les curateurs chargés de faire le travail de récupération font le même constat. Les démarches sont longues, complexes, pour un résultat incertain. Et pour le tribunal, cela fait beaucoup de travail. Quand dans le temps, on avait des audiences où on prenait on prononçait une vingtaine de faillites, parfois une trentaine de faillites, il est arrivé que dans une même audience, on arrive jusqu'à un prononcé de faillite, jusqu'à 80 faillites en suite à une seule audience. Et c'est vrai que là derrière, on a le même nombre de personnes dans le greffe qui doivent absorber ce volume de dossiers de plus en plus important. Et ça, c'est un réel problème. Ce matin-là, il n'y avait qu'une centaine d'affaires à traiter. Certains lundis, il y en a eu jusqu'à 200. Que dit monsieur le procureur ? Fini la réto, fini la vie chez papa-maman. Des centaines d'étudiants viennent de faire leur rentrée en haute école ou à l'université. Un fameux cap à franchir avec des auditoires où on se sent parfois un peu perdu. La vie en côte où il faut trouver ses marques. Nous avons suivi 3 étudiants au premier jour de cette expérience. Le reportage de Sarah Hendricks. Ils sont des centaines à déambuler chaque jour depuis la rentrée sur ce campus de Lumons. Parmi tous ces étudiants, un très grand nombre de petits nouveaux. C'est le cas d'Océane. À 19 ans, elle vient de passer sa première semaine sur les bancs de l'université. Un gros changement après sa réto, surtout en ce qui concerne la prise de notes dans les grands auditoires. En secondaire, si on prend quelques notes, mais c'est pas comme ici, quoi. Ici, on est plus livré à nous-mêmes. C'est nos notes et les profs, voilà, quoi, ils nous laissent faire notre travail, quoi. Mais même dans son cours de neurophysiologie, Océane tient bon. Il y a des termes que je connais, donc je suis pas trop perdue. Il va falloir travailler quand même, mais bon, voilà. Une année universitaire, c'est un coût important. Il faut gérer les achats de syllabus, les sorties, mais aussi un Minerval de 835 € qu'Océane a payé elle-même. Ces derniers temps, j'ai beaucoup dépensé et mes parents, du coup, ont réfléchi et m'ont dit m'ont sorti ainsi, tu paieras ton entrée à l'UNIF. Je fais, c'est une blague. Enfin, j'y croyais pas. Et alors, après, ils m'ont dit, si, tu paies. Et alors, si tu réussis, on te rembourse. Voilà une bonne motivation. Océane a aussi choisi de rester chez ses parents à Kévy. Le Cote, ce n'est pas pour tout de suite.
À l'UNIF, on est quand même livré à soi-même, mais être en côte, c'est encore plus être livré à soi-même, c'est faire la cuisine, se faire à manger, tout ça. Et puis, je sais pas, être en côte, je pense que j'aurais pas forcément bien travaillé. Pour ces deux-là, au contraire, le COT était une évidence. Depuis le campus de l'UCL Mons, ces deux Moucronois n'ont que 200 mètres à parcourir. Pendant cette première semaine de cours, ils travaillent déjà quotidiennement pour préparer leur synthèse. Ils ont vécu une rentrée sereine parce que bien préparée. J'ai été suivre les cours ouverts qui se déroulent pendant les vacances de Carnaval et de Toussaint. Et donc j'avais un petit peu un avant-goût, j'avais eu un avant-goût l'année passée. Mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de se dire waouh, je suis à l'université maintenant, c'est plus l'école secondaire, donc c'est chouette. Félix et Mathias, étudiants studieux, voire modèles, ils ont tout de même fait quelques sorties cette semaine, mais ils semblent avoir trouvé pour l'instant le juste équilibre. C'est le début, après on verra, on voit déjà les autres, ils sont pas du tout comme ça quoi. Donc moi je vais essayer de continuer comme ça, mais j'espère que j'y arriverai. La vie en côte, c'est aussi se débrouiller sans papa et maman pour faire la vaisselle ou boucler sa valise. Heureusement, il y a encore le week-end pour recharger ses batteries avant une nouvelle semaine de travail. Et sachez que les équipes radio et web de la RTBF ont décidé de suivre 9 étudiants au total tout au long de cette année académique. C'est à découvrir sur notre site internet grâce à ces mots-clés, un an dans la vie des étudiants. Dans la suite de ce journal, des archéologues qui viennent de mettre au jour les chambres à gaz du camp de Sobibor en Pologne. Le salon mondial du tissu à Paris, un incontournable pour les créateurs. Et puis des traditions et des chansons aux fêtes de Wallonie. Nous serons en direct de Liège ce soir. Mais d'abord, la visite du pape François en Albanie, visite sous haute surveillance en raison de menaces d'attentats proférées par le groupe État islamique. François a d'ailleurs beaucoup insisté sur la nécessité du dialogue interreligieux. Et pour lui, l'Albanie est un exemple à cet égard. Philippe Antoine. Debout sur sa Jeep découverte tout au long du grand boulevard de Tirana, le pape François a reçu un accueil chaleureux dans ce pays où l'islam est majoritaire, loin devant la religion catholique et les orthodoxes, mais on y vit en harmonie et c'est précisément ce qui a incité le pape à s'y rendre aujourd'hui. Le climat de respect et de confiance réciproque entre catholiques, orthodoxes et musulmans est un bien précieux pour le pays et acquiert une signification spéciale dans notre époque où l'esprit religieux est perverti par des groupes extrémistes et où les différences de religion sont déformées et instrumentalisées pour en faire un dangereux facteur de conflit et de violence. Des propos qui se veulent généraux, mais que l'on associe inévitablement aux extrémistes djihadistes qui sévissent en Irak et en Syrie. Ne laissez personne imaginer qu'on puisse se servir de Dieu comme d'un bouclier lorsque l'on projette et accomplit des actes de violence et d'oppression. Que personne ne prenne prétexte de la religion pour accomplir des actes contraires à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Durant cette longue visite d'une durée de 11 heures, le pape a rencontré les autorités politiques du pays, mais aussi les chefs des différentes religions, avant de rendre visite à des orphelins et des handicapés dans un centre social. Direction Moscou, où des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui en faveur de la paix en Ukraine. Stop aux mensonges de Poutine, a-t-on entendu dans la foule. Ces manifestants marchaient en effet pour critiquer le rôle du Kremlin dans la guerre ukrainienne. Une mobilisation comme on n'en avait pas encore vu en Russie depuis le début du conflit. Une arrestation de taille en Belgique, celle de Martina Johnson. Cette Libérienne vivait à Gand depuis plus de 10 ans. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans des crimes de masse pendant les guerres civiles qui ont déchiré le Libéria. Les détails avec Valentin Boisgelot et Nora Khalifi. Son visage fait la une de ce site d'information libérien. Voici donc à quoi ressemblerait Martina Johnson. Son style n'en laisse rien paraître, mais cette jeune femme est accusée de crimes de guerre. Son arrestation en Belgique fait suite à une plainte déposée en 2012 par cet avocat au nom de 3 victimes libériennes. Ce sont en effet des personnes qui sont visées directement, qui ont été personnellement et physiquement confrontées à Mme Martina Johnson,
En tout cas, 2 des 3. Le 3e, c'est la sœur d'une personne qui a été tuée par elle. Dans les années 90, le Libéria a vécu 2 guerres civiles successives qui ont fait 200 000 morts. C'est dans ce contexte de rare violence que Martina Johnson aurait commandé une unité de rebelles et aurait perpétré meurtres et mutilations. Depuis 2002, elle vivait tranquillement en Belgique sous sa vraie identité. Il y a quand même une petite communauté libérienne qui vit ici, qui a été impliquée là-dedans, beaucoup de victimes aussi, pour qui cette impunité est quelque chose d'insupportable. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il s'agit de crimes de guerre, mais aussi de crimes contre l'humanité. La notion de crime contre l'humanité, ça veut dire que ce sont des crimes qui sont à ce point importants et insupportables que ça concerne l'humanité entière. Il n'y a eu jusqu'ici aucun procès lié aux crimes de guerre au Libéria. Celui de Martina Johnson serait une première. Voyage en enfer. Des archéologues viennent de découvrir les chambres à gaz du camp d'extermination de Sobibor, un camp situé dans l'est de la Pologne, un camp caché par les nazis durant la guerre. On estime que 250 000 personnes y ont été exterminées. Esmeralda Labi. Une scène de crime. Voilà comment les archéologues décrivent le lieu des fouilles. Une scène de crime parce qu'ici à Sobibor, environ 250 000 juifs ont été exterminés durant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, suite à un soulèvement contre le personnel du camp, Heinrich Himmler ordonna sa destruction. Une route asphaltée sera alors construite au-dessus du site pour le dissimuler. Nous ne nous attendions à trouver des traces historiques importantes sous l'asphalte. Nous ne nous attendions pas à en trouver autant et en si bon état. Il aura fallu 7 ans de recherche pour trouver l'emplacement exact des chambres à gaz. Une découverte historique importante pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Sobibor, dont on connaissait l'existence, mais sans en avoir de preuves matérielles. Apparemment, il y avait 4 chambres à gaz anciennes et 4 nouvelles. Nous savons qu'ils en construisaient. Cela veut dire que le site était un site d'extermination. Pour tuer, ils utilisaient la fumée d'engins à moteur. Cela prenait 15 minutes pour tuer tout le monde. En 2012, les fouilles avaient déjà permis de découvrir les traces de poteaux qui marquaient le chemin de ce que les nazis appelaient l'Himmelfahrtstrasse, la route qui conduit au ciel, la route qui menait aux chambres à gaz. Parmi les pièces mises au jour, une alliance avec une bénédiction juive gravée à l'intérieur, tu m'es à présent sanctifié. Sobibor n'a jamais été une prison ou un camp de travail, ce n'était qu'un camp de la mort. Les détenus y étaient gazés, peu de temps après leur arrivée. Sans transition, notre dossier du jour consacré aujourd'hui à la mode. La Fashion Week débutera ce mardi à Paris. Après New York et Londres, c'est donc dans la capitale française que sont attendus tous les grands créateurs. Des créateurs qui sont déjà sur place pour la plupart, car un autre grand événement précède la semaine de la mode. Il s'agit du Salon mondial du tissu, le salon Première Vision. Et pour le secteur, c'est véritablement un incontournable, une mine d'idées et d'inspiration. Le reportage d'Anne Godernio. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ici, on aime la mode. Première Vision à Paris, ce sont des tissus venus du monde entier et des créateurs qui font leur marché. 3 jours d'exposition réservés aux professionnels, parmi eux, les stylistes de la maison Belle Rose. On a l'occasion de voir des merveilleuses collections de tissus qui pour nous représentent le top de la pyramide dans notre collection. Alors on en sélectionne très très peu, c'est la cerise sur le gâteau et c'est très excitant pour nous de voir toutes ces belles qualités. Ici parfois on tombe vraiment sur des tissus auxquels on n'aurait jamais pensé ou même jamais imaginé. Du coup, ça nous donne certaines idées et ça nous donne envie de créer à la dernière minute encore 1 ou 2 modèles avec ces tissus qui évidemment peuvent étonner nos clients. Dans les allées du salon, on rencontre encore Jean-Paul Noth, un autre créateur belge. J'achète du tissu à Première Vision. J'essaye de garder, on va dire, 20% de budget pour de la nouveauté ou des choses un peu plus exceptionnelles que les fabricants ne veulent pas montrer avant Première Vision. Première Vision, ce sont aussi des chiffres. 780 exposants venus de 32 pays et une domination incontestable, celle de l'Italie. Beaucoup de créativité et de savoir-faire, les tisseurs italiens se portent bien, même si la crise a un impact sur leur production.
Nous avons des lignes qui vont vraiment de produits plus basiques à le produit extrêmement de luxe. La partie plus haute du marché, il ne connaît pas de la cri, vraiment. Pour le reste, le marché, c'est difficile. La compétition, quand on va baisser le niveau des produits et qui vont de produits plus market, ça devient plus dur. Difficile aussi pour les tisseurs belges. Le secteur occupait 150 000 personnes il y a 30 ans. Ils ne sont plus que 20 000 aujourd'hui. Et 2 exposants seulement au salon. Nous avons le développement durable, nous avons toute une série d'avantages, les livraisons rapides, mais nous avons l'inconvénient d'être plus cher que l'Asie et surtout de la délocalisation de la confection. Mais nous continuons à innover. Il faut absolument que la recherche, le développement continue et la création continue. Un développement qui explique que tous les 6 mois, de nouvelles textures et de nouvelles couleurs sont exposées ici, à Paris. Cette chasse à la nouveauté, elle s'exprime avec des éléments différents, de la couleur, des textures, des touchés, du volume, des longueurs, des superpositions. On ne s'arrêtera jamais. En ce mois de septembre, c'est la collection automne 2015-hiver 2016 qui est présentée. Aucune dominante, mais plusieurs tendances. Ça aussi, c'est une évolution de la mode. On se plonge à présent dans l'ambiance des fêtes de Wallonie. Pas de pluie pour le combat des échasseurs cet après-midi à Namur, mais on n'est pas prêt d'oublier le déluge d'hier soir. Pour assister au concert ou au feu d'artifice, mieux valait ne pas craindre d'être trempé. Le reportage de David Brichard. Avec les échasses rouges et blanches, ce sont les Avresses. Ils représentent les faubourgs de Namur. Les jaunes et noirs, ce sont celles des Mélans, du centre-ville de la capitale wallonne. Après quelques minutes à peine de combat, les premiers jouteurs tombent. Adieu les chasses d'or. Ce ne sera pas pour moi, je suis encore trop léger. Il faudrait que je boive encore un peu de bière pour être bien dans le sol. À Namur, monter sur des échasses, c'est une tradition qui a 603 ans. Ces morceaux de bois sont idéaux pour le déplacement en cas d'inondation. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de planches, il n'y avait pas nécessairement de bottes ni quoi pour marcher les pieds au sec. Ils ont tous trouvé que les chasses étaient le moyen le plus commode de se déplacer dans la vieille ville, dans la rue des Brasseurs, dans la rue de la Halle, qui étaient toutes des rues régulièrement inondées et qui sont maintenant des hauts lieux de tradition de Namur. Hier soir, bouger avec une paire d'échasses aurait pu éviter aux fêtards de se mouiller les pieds. Il a plu sur les fêtes de Wallonie durant des heures, tonnerre en prime. On espère que ça va s'arrêter, mais bon, on est en Belgique, il ne faut pas avoir trop d'espoir, mais on y croit. Certains commerçants ont carrément décidé de fermer boutique. On ferme parce que même le slip est mouillé, donc ça ne sert plus à rien à ce moment-là. Ça fait une sacrée perte d'argent. Ouais, c'est clair. Même le traditionnel feu d'artifice n'a été que très peu suivi. Mais par contre, cet après-midi, le soleil a fait son retour et le public n'a pas manqué au rendez-vous. Ils sont là, l'un contre l'autre, ils sont en même temps soudés. Non, franchement, c'est très très chouette. Le soleil est là. Ah, le soleil est magnifique, on a qu'est-ce demander de plus. Après près d'une heure de combat, c'est un Avresse qui décroche les chasses d'or. Christophe Corbiot gagne pour la 7e fois devant les yeux de son petit garçon. Et à Liège aussi, on fête la Wallonie ce week-end. Une série de concerts gratuits sont organisés ce soir. On va tout de suite retrouver Eric Destiné en direct de la place Saint-Lambert. Alors Eric, il y a des Wallons sur scène, mais pas uniquement. Eh bien oui Julie, tendez l'oreille, vous l'entendez ici derrière moi, c'est le groupe Fred and the Healers qui est en train de se produire un peu dans le noir, chapeauté par le Namurois Frédéric Lani. Et Frédéric Lani et son groupe, eh bien, ils vont laisser leur place à un Ostendais qui est avec nous ce soir, il nous attend en coulisses, il s'agit d'Arnaud. Arnaud, bonsoir Arnaud, merci d'être avec nous ce soir. Alors première question, vous clôturez ici les fêtes de Wallonie à Liège. Vous teniez à participer à la fête ce soir? Oui, j'ai pris en douche et j'ai des propres chaussettes et j'ai une propre culotte aussi pour venir ici. Alors justement ici... Il faut être propre. Je suis propre. Ici ce soir à Liège, c'est une ville qui vous plaît. Je sais que vous êtes arrivé hier soir. Est-ce que vous avez eu le temps d'un peu découvrir la cité ardente? Moi je suis pas... Moi je suis venu aujourd'hui, pas hier soir. Et vous aimez Liège? Il y a de l'eau chaude ici, hein? Formidable.
J'aime tout le monde en 2 trous dans son nez, comme toi. Hein. Et toi, tu es d'où, toi? Moi, je suis de Liège aussi. Allez, dis. T'es propre sur toi-même, toi? J'essaye en tout cas. Bon odeur, bon odeur. Merci, c'est gentil. Mais ce soir, vous clôturez les fêtes de Wallonie. Et les fêtes de Wallonie, on le sait, c'est aussi parfois l'occasion pour les Wallons d'écouter de la bonne musique, mais aussi de se poser quelques questions sur l'identité wallonne. Est-ce que pour vous, l'identité régionale, c'est un débat un peu superflu aujourd'hui ou c'est un débat qui a une raison d'être? Moi, j'ai pas de frontières. Je dis toujours, il y a des cons partout. J'ai pas de frontières, moi. Tout le monde a 2 trous dans son nez. Vous et moi. Toi, et moi je suis une Ostendue. Et toi, tu es de Liège, toi? Je suis de Liège, exactement. On a aussi de l'eau chaude chez nous. Ce soir, le public liégeois pour vous, il est chaud? Attends. Ouais, trop chaud. Merci Arnaud de nous avoir rejoints ce soir. Merci. Et bien voilà, pour écouter Arnaud, c'est à 20h30, ici sur la scène classique 21, au centre-ville de Liège. À mon avis, il ne faut pas rater le spectacle. Merci Eric, et un Arnaud fidèle à lui-même et qui sent bon, on l'a compris. L'actualité sportive avec d'abord cette très belle victoire pour David Goffin. Le tennisman vient de remporter un tournoi ATP pour la 2e fois de sa carrière, le tournoi de Metz. Le compte rendu tout de suite avec Jonathan Ancio. Goffin affole les compteurs. Depuis juillet, le jeune liégeois a enchaîné 33 victoires en 35 matchs. Il en a ajouté une cet après-midi. Et quel succès, puisqu'il lui permet de remporter son 2e tournoi ATP après Kitzbühel en Autriche. 2 finales et 2 victoires, une forme digne des grands. Vraiment bien pour l'instant, je ne me pose pas de questions, le service va bien. Donc je profite de chaque moment, je joue match après match et puis je vois ce qui se passe. Mais en tout cas, ça me réussit pour l'instant. Aujourd'hui, contre le Portugais Sousa, 39e mondial, David a tout simplement été supérieur. Plus frais, plus vivace, plus concerné, il enchaîne les coups gagnants et prend rapidement le service de son adversaire. Il remporte le premier set 6-4. Il exprime d'autant plus sa domination dans le 2e set, break d'entrée et présence sur toutes les balles. Finalement, il s'impose 6-3. Goffin est sur un nuage, le même qui est en train de le porter vers les sommets. Il va se hisser dans le top 40 pour la première fois de sa carrière. En Formule 1, Grand Prix de Singapour ce dimanche et victoire du Britannique Lewis Hamilton. Il faut dire que son rival et coéquipier Nico Rosberg n'a pas eu de chance avec un gros souci au démarrage du tour de chauffe. Hamilton signe son 7e succès de la saison devant Vettel et Ricciardo. Il reprend par la même occasion la tête du classement général. Il a désormais 3 points d'avance sur Rosberg. Football, le Standard se rendait à Waasland-Beveren en début d'après-midi. Les Rouges n'ont assuré que l'essentiel. Il faut attendre la 52e minute et un coup franc d'Mpoku sur la tête de Texera pour voir le premier but. À 7 minutes de la fin, Mpoku de nouveau sur coup franc fixe le score à 0-2. Le Standard stoppe l'hémorragie après 5 matchs de championnat sans victoire. De son côté, Bruges jouait à 18h face à Courtrai. Les Brugeois l'ont très facilement emporté, 5-0 au classement. Anderlecht est seul leader. Bruges est 3e ex-aequo avec Ostende et Westerlo. Le Standard remonte à la 8e place. Charleroi est 10e. Le dernier match commence maintenant. Il oppose Lokeren à Malines. Météo, demain matin, le ciel sera nuageux. Des éclaircies se dessineront l'après-midi. Pour ce qui est des températures, elles seront comprises entre 12 et 17 degrés. À 22h30, c'est Eric Bever qui vous informera en 12 minutes. Sachez aussi que demain, l'invité de Bertrand Haine sera Paul Magnette dans Matin Première. Merci de votre attention. Très belle soirée à toutes et tous. Demain, c'est François de Brigotte que vous retrouverez à 19h30. À bientôt.